parle souvent de la santé mentale des étudiants en médecine. Il y a pas mal de suicides, surtout chez les internes. Tu songes à arrêter, t'en parles autour de toi et les gens te disent mais tu vas pas arrêter là. T'es déjà en 6e année, il te reste plus que 4 ans à aller, faut tenir, alors que et j'en pouvais plus de cette vie quoi. Genre vraiment et dans ma tête c'était plus est-ce que je vais arrêter médecine, c'était plutôt quand est-ce que je vais arrêter médecine. Depuis que tu as sacrifié ton sport, ta productivité a diminué. Depuis que tu dors 5 heures par nuit, ton temps de travail il augmente mais ta productivité a diminué. Je dirais jamais assez, mais le premier patient qu'on a dans nos études, c'est nous-mêmes. Ok, t'as révisé 14 heures, tu dois avoir moins de 2 heures de temps d'écran, factuellement. Est-ce que je peux voir ton temps d'écran? Tu vois, et là, le type de gars, alors... Faire passer la médecine d'un objectif à un simple outil pour atteindre un objectif plus grand. Il y a une théorie qui dit que le premier homme qui va vivre 1000 ans est déjà né, et plus ça va, et plus je me dis que cette théorie, elle est... Ok, parfait. J'ai le plaisir d'accueillir Julien aujourd'hui sur le podcast. Julien, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Bonjour Nasser, merci beaucoup de m'avoir invité déjà. Et puis du coup, moi c'est Julien Giovannetti, j'ai 26 ans, je suis interne en médecine générale à Marseille. Et puis voilà, je fais des vidéos sur le format court et vertical depuis 2022 maintenant. Et donc voilà, j'aide les étudiants en médecine à performer, à se sentir bien, à se remettre au centre de leurs priorités quand il s'agit de nos études. Et je sais que c'est un truc qui te parle. Donc voilà, je les aide un petit peu à retrouver cette lucidité et parce que ça les aide à la fois sur le plan personnel et aussi sur le plan académique. Ok, et tu fais ça avec tes réseaux ou c'est quoi comment est-ce que tu aides des étudiants à avoir une meilleure santé mentale et se mettre au centre de leurs études? Et d'une part, grâce aux vidéos que je fais, donc c'est-à-dire que j'essaye de donner vraiment un maximum de conseils, de valeurs sur toutes nos études de façon générale, mais je pense que ta question sous-entendait aussi que j'ai la partie accompagnement, c'est-à-dire où là, je prends vraiment du temps pour que mon équipe et moi, on se mette autour de l'étudiant et puis on puisse le propulser avec nos méthodes et notre trame, notre système qui est relativement unique. Ok, donc tu vois, les études de médecine, elles sont vues comme des études ultra complexes, ultra difficiles, parce qu'elles sont très longues. Mais on parle souvent, tu sais, de la santé mentale des étudiants en médecine. Il y a pas mal de suicides, surtout chez les internes. Il y a des abandons, il y a des burn-out. Pour toi, pourquoi pour toi, il y a une plus grande proportion de ce problème-là dans notre filière par rapport aux autres, alors qu'on est censé faire le plus beau métier du monde, un truc passionnant et qu'on est là par passion? Mec, j'ai une réponse, je sais que tu vas la valider à 100%. C'est ce biais des coûts irrécupérables, surtout en France. Tu vois? C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est le biais des coûts irrécupérables, c'est le fait de continuer dans une voie dont on sait qu'elle est vouée à l'échec parce qu'on y a déjà investi trop de temps et trop de ressources. Ça donne ces fameuses situations où tu songes à arrêter, t'en parles autour de toi et les gens te disent mais tu vas pas arrêter là. T'es déjà en 6e année, il te reste plus que 4 ans à aller, il faut tenir, alors que qu'il reste 4 ans ou pas, si tu sais que tu veux plus être médecin, si tu sais que ça fait plus de sens pour toi, si tu sais que tu en peux littéralement plus à cause de nos études, de nos conditions, pourquoi continuer? Ah oui, peut-être parce que c'est un peu mieux après. Renseigne-toi si c'est mieux après, projette-toi, prends une semaine de repos s'il faut, à te poser avec une feuille blanche dans un chalet au fin fond de l'Alaska s'il faut, mais trouve des réponses et avance pas tête baissée pendant 4 ans en supposant que ça va être mieux, parce que ça peut... on espère que ça soit mieux, mais au pire, ça peut ne pas être mieux et alors tu auras gâché 4 ans de plus avant de peut-être faire autre chose. Mais pourquoi les gens ils perdent leur sens du coup pour toi? Qu'est-ce qui crée cette perte de sens par rapport aux jeunes étudiants qui arrivent en première année, qui réussissent son concours, il a toujours voulu être médecin, et qu'est-ce qui change pour qu'ils deviennent externes, aigris, dégoûtés de ce qu'il fait et qu'ils songent à arrêter? Je pense 2 choses. Déjà, la première évidente, c'est le contraste qu'il y a entre ce que tu vois dans les séries, ce que tu t'imagines quand tu es enfant, ce que tu t'imagines quand tu passes en P2 et la réalité, surtout en France. Et la deuxième, c'est aussi le fait d'expérimenter parce que si tu vis, on va dire, j'en sais rien, 1 jour, 1 semaine, 1 mois comme un interne débordé, bon, tu peux tenir. Mais quand c'est ça pendant 6 mois que tu passes au prochain stage et que tu te rends compte qu'au prochain stage, c'est encore pire, il y a un moment où tu as beau même le vouloir, je pense qu'il y a les conditions autour de toi qui font que tu as trop de pression, trop d'un truc qui fait que tu n'arrives plus à tenir et on est dans un système qui met pas assez, ça en avant, qui met pas assez ça en exergue pour qu'on prenne vraiment soin de ceux qui vont nous soigner, quoi. Est-ce que toi, tu as vécu cette phase-là où tu
tu as cette désillusion en te disant c'est pas ce que je pensais de la médecine. Mmh. Carrément, moi je l'ai eu en 5e année. Je me rappelle, c'était très violent. J'ai toujours été très actif en stage, c'est-à-dire que je prenais toujours les stages où j'avais vraiment envie d'y aller, où je pouvais pratiquer, etc. Mais il y a une fois dans mon cursus où j'ai voulu prendre un stage qu'on dit planque. Un stage planque, c'est un stage où tu sais que tu as des horaires chill, tu pas trop de choses à faire et donc tu peux te tailler, soit pour plus réviser, soit pour te planquer et faire ce que tu veux de ta vie, quoi. Et au moment où je prends un stage planque, donc c'était en chirurgie, je me rappelle très bien, pile pour moi, pile pour. Enfin, c'est vraiment dès que j'arrive, il y a une nouvelle chef de service. La nouvelle chef de Putain. service, elle est jeune, dynamique, elle est à jour sur les nouveautés. Et je suis le seul externe. Elle me regarde, elle fait Ah, c'est une nouvelle externe qui va pouvoir tester les fameuses journées complètes de 8h, 18h. Moi, je suis là. Et donc, à un moment, au pire moment, vraiment, au moment où je voulais faire le moins de médecine possible parce que j'étais en saturation, je me suis retrouvé à me lever à 6h30 du matin tous les jours parce que je devais être même plutôt 6h du matin parce que je devais être au staff à 7h et me retrouver de 8h à 18h à tenir des berges et à un moment en fait totalement déconnecter mon cerveau quand le chirurgien il faisait des trucs parce que en fait j'étais Mm. debout, j'en pouvais plus et, euh, et j'en pouvais plus de cette vie quoi. Genre vraiment et dans ma tête c'était plus est-ce que je vais arrêter médecine, c'était plutôt quand est-ce que je vais arrêter médecine, quand est-ce que je vais arrêter et me dire que ça va plus. Et Mais du coup, il a suffi d'un stage pour que ça te mette cette idée en tête, malgré le fait que tu as apprécié les autres stages précédents. c'est une très très bonne question. J'ai apprécié pas mal de mes stages. Il y a des stages qui étaient plus vides, inintéressants que d'autres. Mais je dirais, ouais, j'ai quand même apprécié un bon tiers, voire la moitié de mes stages. On va dire vraiment apprécié. C'est-à-dire que je pourrais y retourner Mm. de bon cœur. Mm. Mais en fait, c'était une combinaison de plusieurs choses. La première, donc, c'était le fait que, bah, milieu de 5e année, ça commençait à être long. Physiquement, enfin, c'est un peu bête, mais ça s'est toujours vu sur mon physique quand j'allais bien et quand j'allais pas bien. Que ce soit au niveau de ma peau, que ce soit au niveau de, de, de mon visage qui était gonflé, etc. De plein de choses, de mes yeux Ouais, surtout. j'ai vu que tu as mis des Ouais, transformations physiques de malade sur, dans tes stories. C'est vrai que c'est non, impressionnant. bah écoute, merci beaucoup. Bah écoute, ça se retranscrit plutôt assez bien sur mon physique que mon état mental. Et inversement, donc j'étais dans une période où aussi je ne me plaisais plus physiquement, que ce soit au niveau de mon visage, au niveau de mon corps. Pour compenser mon mal-être, j'allais encore plus à la salle. Mais ce qui faisait que je me blessais, donc je pouvais plus aller à la salle où en fait j'avais des Mm. douleurs de partout. Et bref, je dormais mal. Bref, il y avait tout un cocktail de trucs néfastes qui ont fait que j'avais besoin de moins faire de médecine, de me recentrer sur moi. Je tombe sur le stage le plus prenant de tout mon externat. Et ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et en parallèle aussi, c'est-à-dire que je faisais encore des vidéos, enfin toujours des vidéos, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. C'est-à-dire que je faisais des vidéos qui me plaisaient pas, j'avais plus d'inspiration et ça se voyait à la fois sur ce que je produisais et naturellement sur mes statistiques que je faisais. Et donc il y avait, enfin, malheureusement en tant que créateur de contenu, on est pas, qu'on le veuille ou non, on est toujours un peu biaisé par où il faut faire un maximum de stats. Quand tu fais beaucoup de stats, tout va bien. Quand tu fais pas de stats, bah, ça va un peu moins bien. Et, euh, et je faisais un peu moins de stats en parallèle. Donc c'est vraiment tout ce cocktail-là qui a fait que je devais me détacher de la médecine, me recentrer sur moi. Et la médecine m'a rattrapé par le col, m'a dit non, tu restes ici. Mm. Et, euh, et en fait, tu restes en fait. Il y a pas de. Tu restes avec nous et continue. Double tes heures à l'hôpital, quoi. Ouais, donc en fait, tu as eu le stage le plus prenant au moment où tu en avais le moins envie, en fait. Et alors que tu avais Exactement. pris ce stage spécifiquement pour ça. Donc c'est intéressant parce que tu vois, t'as pas mis toute la responsabilité sur l'hôpital en disant si au bout d'un moment j'ai perdu la flamme de la médecine, c'est forcément à cause de l'hôpital. À t'entendre, c'est une combinaison de facteurs intrinsèques et de facteurs extrinsèques. Donc ça veut Bien dire sûr. que il faut prendre soin du facteur intrinsèque. Et pour toi, est-ce que ça explique en grande partie le fait qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui sont vraiment mal dans ces études, ce fait de s'oublier soi-même et de ne pas prendre assez soin de sa santé physique et mentale? Clairement. Je dirais jamais assez, mais le premier patient qu'on a dans nos études, c'est nous-mêmes. C'est même en médecine, tu sais, j'avais fait une UE optionnelle, médecine militaire, et un des premiers Ouais. trucs qu'il nous avait dit, c'est un médecin mort est un médecin qui sert à rien.
sur le champ de bataille. Mais c'est exactement la même chose. En vrai, pourquoi ça changerait dans le civil? Un médecin qui se sent pas bien, un médecin qui est vraiment pas au top de ses capacités, c'est pas un médecin qui sert à rien, mais c'est un médecin sous-optimal, voire qui peut faire des erreurs, voire qui en fait juste est pas bien. Et même pour lui, tu vois, même on ne devrait pas penser qu'au patient en mode ah oui, mais si le médecin est pas bien, il va faire du mal au patient. Non, si le médecin est pas bien, le médecin est pas bien, tu vois. Et donc ouais, bien sûr, le facteur intrinsèque et en fait le facteur extrinsèque, donc tout l'environnement dans lequel on baigne en France et qui est souvent poussé à l'extrême, retentit sur le facteur intrinsèque et inversement, c'est-à-dire que hypothétiquement, dis-moi si tu es d'accord, hein, mais on pourrait mettre en fait un filtre comme des lunettes roses qui nous ferait voir l'hôpital comme une grande cour de récréation. Et malgré tout le mal et toute la difficulté qu'il y a, tu vois, on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas grave, je mets mon filtre et voilà. Et je ferme les yeux sur ce qu'il y a de mal et je me concentre sur ce qu'il y a de bien et je me concentre sur moi, etc. Mais, mais les gens n'y arrivent pas parce qu'en fait, ils sont pas OK avec eux-mêmes, tout simplement. Mm. Ils sont pas OK Ouais, en fait, dans un tu premier te temps avec ça. tu te laisses marcher dessus petit à petit. Ensuite, toi, tu t'affaiblis aussi progressivement. Et plus tu t'affaiblis, plus l'hôpital prend le dessus sur toi. Et plus tu t'affaiblis, ça devient un cercle vicieux comme ça. Bien sûr, Donc, l'urgence, c'est de se renforcer soi-même, du coup. Mais bien on va sûr, te répondre. On va te pardon, répondre, bah, j'ai pas le temps. Vas-y, vas-y. je te coupe parce que ça va me sortir de la tête, mais tu sais, Mm. c'est comme cette phrase qui dit un bateau, il peut pas couler s'il laisse pas la mer rentrer dans sa coque, tu vois. Donc en Mm. fait, si toi, t'es perméable à tout ce que tu vois à l'hôpital, ou plutôt, au plus tu es perméable à tout ce qui t'entoure, au plus tu peux te laisser couler par toute cette négativité qui est malheureusement inhérente. Et ça m'embête de le dire, mais parce que ça va faire peur aux plus jeunes qui nous regardent. Il y a quand même un bon lot de négativité qui est compliqué à éviter. Donc Mm. voilà. Bref, Donc, la excuse-moi, je solution, t'ai totalement coupé la ouais, parole. pas de souci. Pas de souci, hésite pas à me couper si besoin. Donc, la solution, c'est se renforcer soi-même pour être assez solide pour affronter ces 10 années d'études. Mais du coup, ce qu'on peut te répondre, c'est bah, j'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, parce qu'il y a trop d'heures de cours, il y a trop d'heures de révision, et je suis déjà sous l'eau. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça? Comment toi, tu as pu gérer ça d'ailleurs? C'est bien sûr une excellente question et malgré que il y a un consensus clair, que ce soit au niveau des stats scientifiques ou que ce soit même de l'expérience ou de ce que tout le monde dit, un étudiant sera toujours biaisé, en tout cas un étudiant débutant sera toujours biaisé par oui, mais si je fais 1 heure de sport, je réviserai 1 heure de moins. Si je dors 1 heure de plus, je réviserai 1 heure de moins. Sur le papier, si on était 100% rationnel, je te dirais, bah écoute, si tu fais 1 heure de sport en moins et que tu dors 1 heure de moins que ce que tu devrais, tu vas performer 20%, 30%, 40% de moins, que sais-je, et ça va se répercuter sur l'ensemble de ton année ainsi, et le volume que tu vas gratter ne compensera pas l'efficacité que tu vas perdre. Hmm. Donc ça, c'est si on était 100% rationnel, mais moi, en P1, on me dit ça, je lui dis, non mais en fait, tais-toi, laisse-moi travailler mes 15 heures par jour, et t'es qui pour me donner des ordres? Maintenant, je vais dire autre chose. Pour ceux qui n'ont pas, la dernière fois que tu as sacrifié 1 heure de sommeil, la dernière fois que tu as sacrifié 1 heure de sport, est-ce que tu as révisé 1 heure de plus? Ou est-ce que tu as pris ton portable 1 heure de plus pour scroller? Ou est-ce que tu t'es endormi ou tu as fait une sieste que tu voulais pas 1 heure de plus sur ton cours? Ou est-ce que même tu t'es pas rendu compte que ça faisait 5 minutes que tu lisais dans le vide et que tu avais absolument aucune intention, ouais, tu n'avais pas envie d'apprendre en fait? Et si oui, pourquoi alors tu continues? Alors même que tu es en train d'expérimenter. Est-ce que tu as besoin qu'on te le dise encore une fois? Je sais pas, peut-être. Peut-être que c'est la dernière fois que tu vas entendre ça et que tu vas te rendre compte que quand tu rajoutes 1 heure de sport, quand tu dors 1 heure de plus, tu es quelqu'un de totalement différent. Et je te l'espère. Mais bref, les étudiants n'arrivent pas à comprendre ça et je comprends en tout cas parce que en fait, c'est un peu tout ce climat de peur qui a instauré le fameux dogme, tu sais, il faut réviser le 13 heures par jour. Tu sais. Hmm. Je pense qu'on te le répétait, toi, c'était le fameux, il faut Ouais. réviser au moins 13 heures par jour. Pourquoi 13? Ah oui, parce que 1 heure pour manger le midi, 1 heure pour manger le soir, et peut-être 1 heure pour te doucher, quoi, et faire des trucs. D'accord. Donc en fait, réviser et rien faire d'autre. Mais c'est fini ça. Enfin, ça, il faut se détacher de ça. Parce que, bref, En j'ai fait, fait à un la rigueur, raccourci tu à peux, l'infini. à la rigueur, si vraiment t'es un châteux, tu peux passer la première année en faisant ça. Si t'as des facilités
Bref, tous les ans, il y a des gens qui peuvent passer en faisant ça, mais tu vas jamais tenir les 10 ans d'études avec ce rythme-là. Ça, c'est clair et net. Et aussi, un autre problème, c'est que les études, en fait, quand tu commences c'est un peu insidieux, tu vois, parce que quand tu commences à sacrifier le sport, le sommeil, tu vois pas tout de suite, c'est pas, déjà tu le fais pas d'un coup, tu commences à y aller une fois en moins par semaine, ensuite deux fois en moins, ensuite tu y vas plus, et puis pareil pour le sommeil, au début tu grattes un petit peu, après tu grattes un peu plus, etc. Et du coup c'est un peu insidieux et tu vois pas trop les effets sur ta perte de productivité, alors qu'ils sont bien réels. Et l'autre problème avec ça, c'est que les élèves, ils n'ont pas une sorte de moyen de vérifier objectivement s'ils sont bien productifs, combien de temps ils ont travaillé. C'est un peu à l'arrache tous les jours. Tu dis, à la fin de la journée, il faut une rétrospective, et il faut une rétrospective émotive de leur journée ou même de leur semaine. C'est en fonction du mood du moment, je vais juger ma semaine. Donc là, en ce moment, je suis stressé, et ben, je vais me dire, toute la semaine, elle était nulle, j'ai pas assez bien bossé, j'aurais pu faire plus, etc. Et si tu es dans un bon mood, ben, en fait, ça va aller, l'examen, il est loin. Et si tu avais vraiment le moyen de mesurer combien de temps tu travailles dans ce temps de travail, combien de temps tu as été vraiment efficace, quelle tâche tu as fait, comment ça évolue, est-ce que tu en fais de moins en moins tous les jours, etc. Là, tu pourrais voir objectivement que depuis que tu as sacrifié ton sport, ta productivité elle diminue. Depuis que tu dors 5 heures par nuit, ton temps de travail il augmente, mais ta productivité elle diminue. Donc il faut vraiment savoir traquer tout ça. Donc ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, toi, comment est-ce que tu es sorti de ce mood-là Parce que tu as eu cette phase où tu étais dégoûté de la médecine à cause du stage plus du facteur intrinsèque. Comment est-ce que tu as fait pour sortir de tout ça? Ouais, bien sûr, mec, je vais répondre. Et juste parce que c'était tellement pertinent ce que tu as dit, je me sens obligé de rajouter encore mon petit Mhm. truc. Mais c'est que ouais, c'est tellement plus simple, quelque part, de rajouter 1 heure de travail, parce que tu peux le quantifier, et tout ce qui se quantifie, tu le sais tout aussi bien que moi, tout ce qui se traque et se quantifie peut s'améliorer. Et rajouter 1 heure de travail, c'est tellement plus simple et plus confortant que de remettre en question un petit peu ce que tu as fait. Et de demander, OK, est-ce que en fait, j'ai vraiment bien travaillé? Est-ce que je voulais vraiment apprendre ce que j'avais à apprendre? Premièrement, et puis deuxièmement, on valorise aussi, et surtout en France, ce truc de celui qui dort le moins, qui fait le plus d'efforts, qui sacrifie le plus de trucs, Mhm. c'est vraiment le mec du haut du panier, tu vois? C'est vraiment, c'est le king, tu vois? Ça me rappelle presque à la fois mon propre cas, et à la fois, mais j'en ai vu plein des étudiants comme ça, en mode, tu sais, ils arrivent, ils sont totalement défoncés, ils ont des notes, souvent moyennes. Je parle vraiment pour mon cas, mais ils arrivent et ils disent, «Ouais les gars, hier j'ai révisé, 14 heures par jour. J'ai révisé 14 heures». Ah waouh, incroyable, putain, tu sais, ça fait stresser les autres et tout le monde Ça se met dit: la «Putain, lui, pression, il a ouais. révisé 14 heures». Mais OK, d'accord, mais factuellement, quelle note tu as? Et qu'est-ce que Ouais. tu as fait pendant ces 14 heures? Et combien de fois tu as touché ton téléphone? Est-ce que OK, tu as révisé 14 heures. Tu dois avoir moins de 2 heures de temps d'écran, factuellement. Est-ce que je peux voir ton temps d'écran? Tu vois? Et là, le mec, il bégaye Mhm. en mode: alors?» Donc bref. Et puis, et puis voilà. C'est vrai, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que c'est plus difficile de se mettre face à sa vraie journée et vraiment de mesurer ce que tu fais, plutôt que de se dire, je vais ajouter 1 heure en plus. Donc quelque part, on peut dire que ajouter du temps de travail, c'est pas courageux, c'est une réaction de fuite en fait. C'est une réaction de flippette en fait. C'est pas du courage, c'est c'est de c'est la le peur en niveau fait qui 1. te fait ajouter du travail en plus. C'est le niveau 1. Le niveau 0, c'est tu réagis pas. Hmm. Le niveau -1, c'est tu régresses forcément. Et le niveau 1, vraiment le niveau 1 de ce que tu peux faire, c'est rajouter 1 heure de travail. Parce que bah, c'est super simple. Tout le monde peut rajouter 1 heure de travail, et tu as l'impression que le ROI, le retour sur investissement, il est énorme. Ah OK, j'ai rajouté 1 heure de travail. C'est que j'ai dû, si je passe de 5 à 6 heures de travail par jour, j'ai travaillé 120%. Hmm. Et Hmm. souvent, non. Souvent, tu as rajouté 5%, peut-être. Et encore, si tu étais à 10, 11, 12 heures, peut-être même que tu as en fait rajouté, ouais, 5% aujourd'hui pour perdre 20% demain, et ainsi de suite. Ouais. Donc, Ok, et et donc toi, comment t'as fait alors? Comment tu t'es sorti de ce bourbier-là ouais, du coup, ouais, la question avant que je rebondisse, Hmm. c'était comment je suis sorti de cette phase négative, c'est ça? Ouais. Et ben, ça va être assez spécial, parce que du coup, moi, je suivais un YouTuber
ce que je vais le nommer, ouais, je peux le nommer, je pense, ça lui fera plaisir. Il s'appelle Ouais, bien sûr. Elio maintenant. Il s'appelle Elio et donc maintenant on est en contact. C'est un Je pote, je regarde. dirais pas que c'est un ami, mais on sait, enfin, je sais que je peux compter sur lui inversement. Et donc ce youtubeur-là, ça fait. Donc déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un de très nostalgique. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très attaché à toute mon adolescence. J'étais un gros gamer et tout. Donc tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est youtubeur, etc. J'ai grandi avec YouTube. Ça a une part très spéciale dans mon cœur. Je suis vraiment le mec des années 2000 qui a grandi avec la Xbox 360, tout ça. Bref. Ouais, ouais, moi Et aussi. donc ce Elio, avant, je vais la faire courte, hein, mais il faisait du contenu sur les jeux vidéo et ensuite il a arrêté, il a repris avec du contenu développement personnel, etc. Et il a sorti au même moment où je me sentais mal, un espèce de programme sur un mois dont la promesse, assez simple et subjective, est reprendre le contrôle de ta vie. À cette époque, ça coûtait 450 euros. Moi, ma paye d'externe, 200 euros par mois, j'avais peut-être, je crois que j'avais 900 euros sur mon compte. J'ai fait le calcul et j'étais là, ok, est-ce que je suis prêt à sacrifier 50% de mes économies, sachant que j'ai encore des collèges à acheter, j'ai tout un tas de choses dans lesquelles investir, Ouais. pour potentiellement sortir de cette situation. Et il y a eu ce switch, j'ai hésité, mais pas très longtemps, il y a eu ce switch de me dire, mais en fait, sinon il se passe quoi? J'arrête médecine en fait, j'arrête médecine où j'essaye vraiment de trouver une solution et pour retrouver foi dans ce que je faisais en fait, parce que je ne voyais plus je ne voyais plus à quoi ça connectait. Pourquoi je devais continuer à faire médecine si le métier de médecin, tout comme le voyage jusqu'au métier de médecin, les deux ne me faisaient plus envie. Et donc j'ai hésité, mais j'ai totalement investi dans ce programme. Ça m'a fait mal aux fesses, hein, j'avais pas l'habitude de faire des dépenses comme ça. Mais au final, je l'ai pris sur un. Enfin, tu sais, ce truc où tu sacralises quelque chose de nouveau. Tu vois, comme quand tu fais un nouveau départ. Bah, j'ai vraiment sacralisé, c'est-à-dire que tout ce qui mettait en œuvre, que ce soit les cours, que ce soit les actions à faire, etc., je les avais vraiment sacralisées, je les faisais toutes. Et donc ça a duré un mois, et pendant ce mois, j'ai fait à la fois des rencontres de fous qui sont mes amis maintenant, donc c'est un truc de fou. Et on s'est vu à Barcelone il y a un peu moins de 3 semaines. Et aussi, bah, ça m'a fait sortir de cette phase parce que j'ai réussi à reprendre le contrôle de ma vie comme était la promesse, via notamment un des premiers exercices qu'on a fait, c'était réaligner pourquoi, avant même de faire une action, pourquoi tu l'as fait. Si tu dois réviser, pourquoi? Si tu dois t'engager encore pendant X temps dans telle ou telle chose, pourquoi? Est-ce que ça va vraiment te servir? Et c'est quoi aussi le vrai pourquoi? Parce que souvent, désolé, je fais un peu une réponse à rallonge, mais souvent, T'as le temps. les étudiants, quand on leur demande pourquoi ils veulent faire médecine, ils te répondent bah, pour être médecin ou pour faire de la cardiologie. Mais ok, d'accord. Mais pourquoi tu veux être cardiologue? Ah bah, je sais pas, parce que j'aime bien le cœur. Non, mais ok, d'accord, si t'es cardiologue, j'imagine que t'aimes bien le cœur, mais pourquoi cette spécialité? Pourquoi c'est important pour toi? Et qu'est-ce qui se passe si jamais t'es pas cardiologue dans ta vie? Est-ce que c'est grave même? Et à force de demander pourquoi, il y a un pourquoi où ça bloque, et ils disent ah bah je sais pas. Et c'est quand ils dépassent ce pourquoi qu'il y a un nouveau niveau d'intention qui apparaît. Et ce niveau d'intention là, moi, c'est ce qui me manquait pour pouvoir continuer nos études. Et quand je me suis rappelé pourquoi je le faisais, quand je me suis rappelé que, en fait, si je faisais médecine, c'est bête, hein, mais si je faisais médecine, c'était pas uniquement pour être médecin, c'était aussi, donc, premièrement, pour devenir une bonne personne dans sa globalité. Et ce qui m'avait fait divaguer du fait que je voulais vraiment être médecin, c'est que je m'étais rendu compte que je pouvais être une excellente personne et de faire énormément de bien autour de moi avec tout un tas de choses, notamment faire des vidéos. Et la deuxième chose qui m'a vraiment boosté à finir mes études de médecine, c'était rappelle-toi en P1 comme tu as souffert. Là, tu es encore en train de souffrir. Des tonnes d'étudiants, c'est très cliché, je suis désolé, c'est vraiment cliché, mais je t'assure, c'est vrai. Des tonnes d'étudiants sont en train de souffrir, soit autant que toi, soit voire même plus. Et j'ai un peu c'est un peu le syndrome du sauveur, qu'on dirait, mais j'ai un peu ce truc de ok, il faut que je les aide. Et ça va un peu à la fois dans quelque chose qui est pour moi une profonde injustice, le fait que les étudiants en médecine ne soient pas considérés, alors même que ce sont dans la plupart des cas d'excellentes personnes qui veulent eux aussi faire en sorte que le monde tourne un peu mieux autour d'eux.
et à la fois aussi cette dimension un peu, on va dire, personnelle, qui est que j'ai envie d'aider des personnes qui ressemblent à l'ancien moi. Et l'ancien moi, c'est le moi du P1, en P1 qui a quitté sa copine et qui a totalement mis tout de côté et révisé 15 heures par jour sans jamais savoir comment faire parce qu'il avait aucune méthode et parce que pour lui, c'était ça réussir. C'était sacrifier son sommeil, sacrifier sa copine, sacrifier ses amis, et rester chez lui enfermé, travailler 14, 15, 16 heures par jour tous les jours. Alors que c'est pas ça la réussite. Bref, Ah, mais tu vois, j'ai tu fait le une fais. réponse à Regarde, rallonge. Une réponse non, à mais j'aime rallonge. bien, moi, moi j'aime bien, ça m'intéresse parce que regarde, ça, tu le fais déjà très bien avec ce que tu fais sur les réseaux. Euh, donc, prendre soin des étudiants qui sont en galère, tu le fais déjà très bien avec tes contenus sur les réseaux. Il y a ta chaîne YouTube aussi. Il y a ton accompagnement où vraiment là, tu t'impliques à fond avec les élèves sur ce point-là. Donc, tout ça, ça se fait hors métier de médecin. Alors, pourquoi continuer la médecine et pas juste continuer à faire du contenu sur les réseaux et accompagner les élèves tu vois, pourquoi pas juste prendre cette voie qui suffit déjà à répondre à ce pourquoi. C'est quoi, qu'est-ce qui te fait continuer du coup le métier de médecin en tant que tel? C'est une excellente question. Et évidemment que le fait d'arrêter médecine et de all-in dans les vidéos, dans mon accompagnement, dans tout, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit. Je vais faire, je vais te faire l'honneur pour la première fois de faire cette concession sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui seront arrivés jusqu'ici, c'est que j'ai arrêté médecine pendant 1 an. Désolé, putaclic, mais Ouais. j'ai arrêté médecine pendant un Ah, j'ai an. trouvé le titre. C'est moi, j'ai le titre de... Je rigole. En fait, j'ai fait une année de césure et c'est un truc que j'ai Ouais. pas encore dit et que, bon, là, on est arrivé à un peu plus de la moitié de mon année de césure, donc je me suis dit que j'allais le dire et pour être totalement transparent avec les gens, mais j'avais peur que ça soit mal pris dans le sens où ça fait très. Ah ouais, s'il prend une année de dispo, c'est qu'il y a un truc qui fait qu'il a envie de se détacher de la médecine, etc. C'est pas l'étudiant modèle, etc. Mais bref. Donc, Mec, mais il y en a qui prennent des années de dispo pour faire du backpack en Asie. Il y a tous ouais, c'est les... vrai. tous les Moi, si c'est pour si c'est mon pour développer quelque accompagnement chose, ouais, et voilà. vidéo. On s'en fout. Tu peux faire ton année de dispo. Moi, je Ouais, l'ai non, pas mais fait. bien J'aurais sûr. pu le faire aussi, mais juste, je l'ai pas fait parce que je voulais en finir, en fait. Je me dis, bah, attends, Ouais, je voulais finir plus tôt, tu vois. Donc, vas-y, ouais, t'as fait ton année de dispo et ça t'a permis de te rendre encore plus disponible pour tes élèves et améliorer ton accompagnement et tes réseaux. exactement. Du coup, Exactement. parce que puisque ça fonctionne, qu'est-ce qui te fait revenir, qu'est-ce qui va te faire revenir aux études de médecine? Et donc, ouais, la question initiale, pourquoi est-ce que je Hmm. devrais continuer médecine? Alors, plusieurs choses. Déjà, premièrement, parce que c'est quand même quelque chose que j'adore. C'est-à-dire qu'il y a une satisfaction et j'ai pas envie de sortir des trucs en mode t'as l'impression que ton karma il augmente ou quoi. J'ai pas envie de sortir des trucs c'est un peu spirituel comme ça. Mais Ça y est, quand tu l'as dit, c'est bon, vas-y, all-in, tu l'as dit. en fait, tu vois, si j'ai commencé médecine, encore une fois, je le dis, c'est parce que j'ai l'impression qu'avec mes actions, je, je, je peux. C'est très fort ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'avec mon existence, je peux changer le monde. Genre, Hmm. si je combine mes actions suffisamment longtemps vers des choses qui me semblent bonnes, mon objectif principal, en tout cas quand j'avais 13-14 ans et que je me lançais, que je m'étais dit, ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Ah ouais, je veux aider les autres. Bah, c'était, ok, j'aimerais bien que mon passage sur Terre, il serve à changer un peu le monde positivement. Genre faire en sorte que bah, je suis pas venu là pour rien, tu vois, et que tant qu'à faire, on est là pendant X années, 80, 100 ans, 120 ans, que sais-je, bah, autant que bah, les autres ils soient un peu mieux grâce à moi. Bah, c'est cool, ça me permet de vivre une vie en accord avec, euh, avec, ouais, je sais pas, un truc intérieur qui se passe et qui fait que je me sens bien quand je le fais. Donc il y a ça. Le fait que bah, c'est très gratifiant aussi, hein, bien sûr. C'est-à-dire que ce soit au niveau du statut social, je sais que tu en parles beaucoup, mais statut social, liberté géographique, le fait que tu galères pas à trouver du travail, bon, tout ça, le fait d'avoir l'étiquette médecin, docteur, donc en fait, tu es docteur en médecine, tu es thésé, c'est une étiquette qui va te suivre jusqu'à la fin de ta vie et qui, au final, te permet et t'ouvre tout un tas de portes, que tu le veuilles ou non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as docteur derrière ton nom de famille, en fait, ta première impression, c'est ah oui, il est docteur. Tout le monde qui va interagir avec toi, tu peux leur dire je suis docteur. Boum, première impression de malade et ça t'ouvre des portes de fou. Il y a clairement un effet de halo autour du Ah, mais titre bien de sûr, docteur. mais Énorme. bien sûr.
Mm. Parce mec, il y a des tas de gens plus intelligents que des docteurs et qui n'ont pas docteur dans leur nom. Mais si tu es docteur, t'es pas devenu docteur par hasard. Donc c'est que Mm. tu as un minimum de bagage qui t'a permis de le devenir. Et au moins tu as eu la résilience Mm. d'apprendre pendant 10 ans et minimum. Et donc ça c'est un truc qui te suit. Et l'effet de Halo en tant que tel, que ce soit par tes compétences, ton aura, ta façon de t'exprimer, etc., c'est un vrai truc qui t'ouvre des portes. Quand les gens ont envie de connecter avec toi, en fait, tout vient à toi. Tout ce qu'on cherche dans notre vie, je digresse un peu du côté médecine, mais tout ce qu'on cherche dans notre vie, c'est quelqu'un qui va nous l'apporter, qu'on le veuille ou non. Tu veux de l'argent, bah, l'argent, il vient de qui? Des autres. Tu veux, je sais pas, être considéré, bah, tu vas être considéré par les autres. C'est un peu fort ce que je dis et ça peut être débunké parce qu'il y a bien sûr aussi tout ce travail intérieur et tout ce travail de progression personnelle en tant que tel, mais la question à se poser, c'est aussi est-ce que tu ferais ce même travail de progression personnelle si tu étais le seul humain au monde, tu vois? Bref, Mm. je digresse de fou. Mais en gros, tout ce que tu cherches plutôt de matériel, tu vas l'obtenir de quelqu'un d'autre. Donc, si tu as un minimum d'ambition euh, matérialiste, bah, du coup, bah, c'est cool d'avoir docteur et c'est cool d'avoir cet effet de halo. Bref, Donc donc en fait, tu as ça, et puis switché dans le avant. Donc c'est en quelle année ça, ce fameux stage de chirurgie qui t'a mis dans le mal? c'était en milieu de 5e année, c'était en avril 2023. Ok, donc en fait, entre le Julien de avant la cinquième année et celui d'après, on dirait que le switch il s'est surtout mis sur le fait de faire passer la médecine d'un objectif à un simple outil pour atteindre un objectif plus grand. En gros, c'est C'est carrément ça. voilà, je fais. Et en fait, quand tu places la médecine comme juste un outil qui permet d'atteindre un objectif, bah t'as un peu plus ce détachement émotionnel avec ces études-là. C'est de se dire, bah c'est bon, c'est juste, je suis en train de faire le boulot pour avoir cet outil plus tard, mais c'est pas ma vie, c'est pas mon. Ma valeur, elle n'est pas déterminée par ce que je fais à l'hôpital, par comment je suis traité par je sais pas, les chefs de service, les seniors, etc. Et c'est juste un outil comme un autre. Et comme c'est aussi un outil comme un autre, bah, je lui donne un temps dédié et j'ai du temps pour mes autres outils dans ma vie, qui est le sport, la santé mentale, euh, mes réseaux, mon business à côté, etc. Et tous ces outils-là, ils convergent vers un objectif qui est plus grand. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est ça est-ce que c'est ce qui s'est passé? Pour moi, c'est totalement ça. Et ça va. Je dis pas que ça serait ça pour tout le monde, parce qu'il y a Mm. des gens qui ont. Tu sais, ça donne ces personnes qui vivent vraiment pour leur métier. Et il y en a. Et je pense que quand tu es Mm. neurochirurgien ou déjà n'importe quelle chirurgie, ou même pas forcément, mais les chirurgiens, c'est quand même un exemple assez frappant. Et que tu tapes 70-100 heures semaine surtout quand tu restes à l'hôpital pour un métier enfin, pour un salaire qui est totalement pas à la hauteur, dans mon prisme, de ce que tu devrais recevoir un neurochirurgien, bah, tu es obligé de vivre pour ton métier. Tu vois, et tu dis pas, ouais, mon métier, c'est un outil pour ci, ça. Non, tu vis pour ton métier, c'est ta mission de vie. Mais bien sûr, je dirais, je pense, la plupart des étudiants, ils ont besoin de connecter ça euh, à leur vrai pourquoi. Et quand ils se détachent aussi de cette pression sociale, de se dire, ah non, mais si je fais médecine, c'est vraiment pour aider les autres. Mais mec, est-ce que tu es vraiment convaincu que c'est pour ça que tu fais Mm. médecine ou c'est vraiment parce que tu as envie, je sais pas, d'avoir du temps pour toi, d'avoir une famille, de voyager de partout? Et auquel cas, c'est totalement OK, tu as le droit de faire médecine pour ça. Et, 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 et si jamais ouais, ils articulent ça, ils disent, OK, bah, la médecine, c'est un outil qui peut m'apporter ça, et en plus, c'est un métier que j'aime bien sûr, que je kiffe, ben là, ils retrouvent leur vrai pourquoi. Et bien sûr, il y a aussi toute cette pression, tu sais, qui s'enlève de ah ouais, je dois absolument être médecin euh, je sais pas, tu vois, genre pour vraiment que je sois respecté par les autres médecins, etc. Mm. Euh, Ouais, je vois. en fait, En fait, en je dois me discutant avec toi, conformer à je me cette rends. pression, tu Ouais, vois. c'est ça, Je c'est dois me conformé, conformer à voilà. cette pression. C'est ça. En fait, en discutant avec toi, je me rends compte que c'est comme s'il y avait. En fait, ces gens-là qui sont absolument passionnés et pour qui l'objectif est vraiment le vrai pourquoi, c'est être médecin et travailler 80 heures par semaine à l'hôpital, parce que c'est vraiment ça qui les rendra heureux. Ils existent. Il y en a dans toutes les promos. C'est pas la majorité, mais le problème, c'est que c'est l'exemple unique. Hmm. Et que et tu dis si et alors qu'il y a plusieurs profils d'étudiants. Il y a des étudiants qui sont là pour
pour cet objectif-là. Il y en a d'autres qui veulent juste avoir une belle vie à côté que la médecine, ça soit une petite partie de leur vie. Il y en a, ils font ça pour les thunes, ok, et ils existent aussi et ils ont ils ont le droit de faire médecine aussi. Et chacun a plein d'objectifs. Et en fait, si ton objectif il est pas, c'est pas celui-là si ton pourquoi, c'est pas je veux juste être médecin et travailler à fond parce que c'est comme ça je m'épanouis, t'as l'impression que, tu sais, il y a un désalignement, t'es pas aligné en fait. T'es pas Hmm. aligné avec ce que tu fais. Et au bout d'un moment, tu peux te demander si tu es vraiment à ta place, si tu es vraiment dans les bonnes études, etc. Et quand tu retrouves le bon alignement en te disant, OK, voilà pourquoi je fais médecine, là, ça y est, ça devient plus fluide et puis tu peux Bien passer sûr. les années avec moins de problèmes. Donc c'est vraiment urgent de retrouver cet objectif principal. Du coup, comment est-ce que tu conseillerais à un étudiant qui nous écoute et qui est dans ce cas de figure c'est quoi vraiment les questions à se poser, jusqu'où tu peux aller dans l'introspection pour te dire, voilà pourquoi je fais ces études et voilà pourquoi je vais les continuer. Plusieurs choses, deux choses avant de répondre. La première, c'est que, comme tu l'as dit, même malgré qu'il y ait ce tabou et cette pression, les étudiants ont le droit de vouloir faire médecine pour l'argent. C'est c'est fou à dire, tu vois. Je pense très probablement qu'il y a des gens qui pourraient me reprocher de dire ça, jusqu'au moment où je vais leur dire, mais en fait, il y a des gens qui vendent des photos de femmes en ligne sur Internet pour de l'argent. Pourquoi tu viens pas leur casser les pieds à eux? Il y a des gens qui vendent je sais pas, du tabac, il y a des gens qui vendent de la malbouffe, des gens qui vendent du poison sur Internet pour de l'argent. Pourquoi tu viens casser les pieds à quelqu'un, s'il fait bien évidemment bien son travail, qui soigne les gens pour de l'argent? Mm. Et toi-même, quand tu dis ah ouais, non, mais lui, il fait médecine pour l'argent, qu'est-ce que tu fais, toi, pour de l'argent? Voilà. Donc, déjà, Ouais, première chose, c'est que. ça devrait être bien vu de faire médecine pour de l'argent, parce que tu dis, il y Bien a sûr. tellement d'autres manières plus simples et plus rapides En de plus, faire des thunes que si celui qui se fait médecine pour l'argent, c'est que quelque part il a envie que ça soit sa manière de gagner de l'argent en fait. Il y a une certaine vertu en fait derrière. mais bien sûr, bien sûr. Et puis mince, la deuxième chose que je voulais dire, je crois elle m'est sortie de la tête, mais je pense qu'elle va me revenir. Et du coup, donc Ouais. ta question, c'était comment se réaligner avec pourquoi c'est Ouais, ça? comment faire si là t'as un étudiant qui est au bout du rouleau parce que il est pas aligné avec ça, comment est-ce que il pourrait faire là c'est quoi déjà les premières étapes, la première route à prendre pour essayer de retrouver ce pourquoi et cet alignement. Ok, pour moi, cette route-là, elle est très simple, mais il faut absolument que si quelqu'un se reconnaisse dans tout ce qu'on a dit et se sente dans ce genre de situation, déjà, fasse cet exercice ou du moins prenne une route parmi celles que je vais détailler, entre autres, le plus rapidement possible. Parce que, je viens de retrouver la deuxième chose que je voulais dire, sans vrai pourquoi, tu ne trouves pas de vrai comment. Et sans vrais objectifs, tu ne sais pas pourquoi tu devrais faire une action. Si ton action n'a pas d'objectif, de résultat, si tu ne sais. En fait, si je te dis, vas-y, va courir un marathon ou 10 km même, va courir 10 km tous les matins, par contre, désolé, tu as une malédiction, ton cardio, il va pas augmenter, ton espérance de vie, elle va pas augmenter, et tu vas jamais plus kiffer ça. Pourquoi en fait tu t'infligerais cette douleur de courir 10 km tous les matins? Ça ne ferait plus de sens. Et donc, bref, ça c'est pareil pour les étudiants. Et donc, cette trame-là, elle est très simple. La première, c'est dédramatise. Tu es en médecine, mais chill. Très probablement que si tu nous écoutes, tu n'es pas l'exception qui a 40, 50, 60 ans qui est en médecine. Non, très probablement que tu es entre tes 18 et tes 30 ans. Tu as du temps. À partir du moment où tu as du temps, tu as la meilleure ressource du monde. Si tu sais que tu as des années et des années et des années et des années encore à vivre et probablement en bonne santé, relax. On est tous passés par une phase de OK, je pensais que je voulais faire ça de ma vie, mais finalement, c'est plus ça. Qu'est-ce que je fais? Donc, déjà, chill. Deuxièmement, bien évidemment, remets-toi au centre de tes études. Tes études, c'est pas toi. Genre, tu n'es pas tes études et tes études vont très bien se porter sans toi. Et tes études, même, je dirais, même si tu as arrêté médecine, le monde tournerait aussi très bien. Donc, t'inquiète. T'as pas autant de pression que ce que tu penserais, en vérité. Et crois-moi que même si tu as l'impression que si tu arrêtais totalement médecine, tu as l'impression que ta vie, elle s'arrêterait aussi, c'est pas le cas. Dans 5-10 ans, tu retrouverais autre chose à faire et tu te sentirais très probablement très bien. Donc ça, déjà, c'est pour tout le côté pression. Deuxièmement, du coup, c'est ce qui nous fait perdre notre lucidité,
c'est deux choses. Le stress exacerbé et le manque de sommeil, entre autres, bien sûr. Mais ces deux choses principales, il faut les traiter avant toute chose. Tu peux réviser en étant stressé et sous dette de sommeil, mais tu peux pas bien réviser en étant stressé et sous dette de sommeil, et tu peux pas être lucide quand tu es dans cet état de fight or flight permanent, donc cet état de survie. Quand tu te fais courser par un lion en permanence 24/24 du début jusqu'à la fin de ton année, ton objectif c'est ni d'apprendre, ni de savoir réellement qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, parce que ta vie elle est mise en danger. Et c'est ça l'état de stress chronique. Troisièmement, admettons, tu as fixé ton sommeil, tu as fixé ton stress, tu as enlevé un peu de pression, là on réfléchit, là on est lucide. Peu importe, pose-toi le plus vite possible avec toi-même. Je sais que tout ce qui est TikTok, scroll, etc., ça nous mange le cerveau et ça nous défonce notre capacité attentionnelle. Et ça, c'est notre antalgique le plus facile, accessible et efficace à l'heure actuelle pour nous faire divaguer et de notre vie, douloureuse, pour ne pas utiliser d'autres termes. Donc, pose-toi avec toi-même, avec une feuille blanche, avec n'importe quel exercice, et peu importe, et juste dis-toi, ok, là, j'en suis où dans ma vie et qu'est-ce que je veux réellement atteindre. Tu poses des trucs, tu te laisses guider, même il n'y a pas de trame universelle. Moi, souvent, la trame que je donne à mes élèves, c'est une trame dérivée de l'ikigai qui m'a moi-même beaucoup aidé, à savoir dans quoi je suis bon, dans quoi je suis bon, de quoi le monde a besoin, de quoi je pourrais être payé, et je sais plus, bref, l'ikigai, les 4. Donc c'est le premier truc à faire. Mais sinon, tu as tout un tas d'autres exercices. À partir du moment où tu te retrouves avec toi-même dans un état de lucidité suffisant, déjà, tu es bien. Et cet exercice, fais-le le plus tôt possible, pour la simple et bonne raison que tu vas trouver 1 milliard d'excuses pour ne pas le faire maintenant, mais toutes ces excuses qui pourraient retarder cet exercice ne seraient que, en fait, retarder une réponse que dans tous les cas, tu devrais chercher. Donc, pose-toi avec toi-même, essaye de clarifier ce qui est en train de se passer, et voilà. Tu cherches exercice d'introspection sur Google, tu prends le premier lien qui tombe et tu le fais. Mais peu importe, apprends-en plus sur toi, sur ce que tu es, sur ce que tu veux devenir, sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens, sur ce qui s'est passé sur ces derniers jours, peu importe. Mais bref. Et quatrièmement, et ça c'est mon protocole que je donne à mes élèves, c'est que une fois que tu as totalement, donc que tu as clarifié un petit peu cet état interne, fais ce qu'on appelle un reset. Les gens adorent, en fait, on change d'identité tout au long de notre vie. Il y a 10 ans, Nasser, probablement que t'aimais il y a 15 ans, peut-être que t'aimais les cartes Pokémon, tu vois. T'aimais les cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh, bref, ton objectif c'était de collectionner ces cartes. Maintenant, ça ferait plus de sens du tout. Parce que tu es une personne totalement différente, qui a évolué dans un certain environnement, qui a eu certaines expériences, bref. Et les gens refusent de voir qu'on est en train de changer tous les jours. Ils se disent non, mais non, je suis la même personne. Non, t'es pas la même personne, tu changes et t'évolues, et c'est normal, c'est sain d'évoluer. Tout ça pour dire, les gens adorent les césures dans leur vie. En fait, on adore le nouvel an, par exemple. Ou alors notre anniversaire, on adore parce qu'on se dit, ok, nouvelle année, nouveaux objectifs et tout, on est super déterminé, mais on perd cette flamme au bout de souvent quelques jours. Dans une moindre échelle, on a ce genre de césure aussi toutes les semaines. Donc moi, ce que je préconise à mes élèves, c'est chaque dimanche, mettez de l'ordre dans votre vie de façon générale, physique, numérique, mentale, de partout. Et donc, une fois que tu es plus clair à l'intérieur, et je finis sur ça, range ton environnement. Enlève ces post-it qui sont là depuis le début de l'année et que tu n'as jamais revu une seule fois. Change ton bureau de place. J'en sais rien, fais ta vaisselle. Mets le plus d'ordre possible autour de toi, peu importe le moment de la journée où tu en es et où tu regardes cette vidéo. Mets de l'ordre autour de toi, ferme tous ces onglets qui sont ouverts depuis le début et qui te servent à rien, que tu regardes jamais. Y a quoi d'autre? Bref. Mets tout un tas d'ordre physique, environnemental, numérique et va te coucher plus tôt. Fais une séance de sport et va te coucher plus tôt. Et demain, lève-toi 1 heure, ne serait-ce qu'une demi-heure plus tôt. Lève-toi un peu plus tôt. Et la première chose que tu fais de ta journée, travaille pour reconditionner ton cerveau à apprécier le travail avec la première dopamine de la journée. Bref, c'était une réponse un peu rallonge, mais...
Ouais, ça revient à ce truc de tracking où quand tout à l'heure on disait que les étudiants ils manquent de visu sur ce qu'ils font, sur où est-ce qu'ils vont et à quelle vitesse. Et en fait, oui, c'est bien de faire ces plans toutes les semaines. Moi, c'est un truc que je fais encore aujourd'hui, où tous les lundis matins, je fais le bilan de la semaine dernière. Qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce que j'ai fait, combien de temps j'ai bossé. Par exemple, j'utilise un outil qui s'appelle Toggle Track, où je traque tout ce que je fais quand je travaille. Et tu vois, par exemple, je crois que c'était il y a à peu près un mois, j'avais l'impression que je passais toute ma journée au bureau. Euh, du matin au soir, je disais, mais je fais que de bosser, et pourtant j'ai l'impression que j'avance pas, quoi. Et, ça passait vite, j'arrive pas à faire tous les projets que j'avais. Et je me suis dit, bah, c'est quoi, j'avais perdu cette habitude, je vais remettre le tracking vraiment au sérieux. Parce qu'avant, je savais à peu près, je commence à bosser à cette heure-là, je bosse jusqu'à cette heure-là, et puis je vois. Et je me suis dit, ok, vas-y, retraque vraiment sérieusement. Donc, dès qu'il y a un outil qui est ouvert, ça calcule directement le temps que tu passes dessus, etc. Et je me suis rendu compte que sur peut-être 6 heures au bureau, il y avait moins de 2 heures de travail efficace. Je regardais, je fais, mais attends, mais il est passé où tout ce temps? Et en fait, c'est du temps que tu vois même pas passer, ça, c'est des tâches que tu fais qui servent à rien, etc. Et il y avait moins de 2 heures de travail efficace. Et du coup, j'ai fait, ok, vas-y, je reprends le plan de la semaine. Cette semaine, j'ai travaillé en moyenne 2 heures efficacement par jour. Objectif de la semaine, c'est en moyenne 3 heures par jour. Ensuite, la semaine d'après, en moyenne 4 heures par jour. De vrai travail efficace. Je fais le plan de la semaine, tout ce qui est prévu cette semaine. Tel jour, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire la semaine dernière? Pourquoi il y a des choses qui ne sont pas passées? Et en fait, avec ça, tu t'améliores forcément assez rapidement. Donc, c'est un truc que vous devez vraiment faire avec les études. Et ça, s'il faut juste un petit carnet, c'est tout simple. T'as pas besoin de prendre des applications d'habitude ou quoi que ce soit, juste un truc pour traquer ton temps, un petit carnet et tu notes tout ça tranquillement. D'ailleurs, c'est un truc que tu fais ça, le fait d'avoir un endroit où noter un peu ce qui se passe, euh, des, des bilans de ta journée, etc. Ouais, bien Tu sûr. vois, voilà. Tu vois, c'est vraiment un truc commun de Tous plein les de gens, soirs, même ouais, ouais, tous les soirs des- journaling, et puis dès que j'ai une idée, je le note là-dedans. Et encore une fois, le, un truc, parce que là, on s'adresse à des étudiants qui possiblement, tu vois, ont la lucidité d'esprit de se dire, OK, il y a un truc qui va mal ou quoi, je vais essayer de m'améliorer. Et pour ça, vous êtes déjà dans le haut du panier parce que vous êtes justement lucide de, OK, il y a un truc qui cloche, qu'il faut que j'améliore. Mais il y a toute une proportion d'étudiants qui, parce qu'ils ne se diagnostiquent jamais, que ce soit sur pourquoi ils doivent travailler, leur méthode, tout ce qui cloche au niveau discipline, leur temps d'écran, ne savent même pas qu'ils sont en train de foncer dans un mur. Et en fait, se retrouvent à la fin de l'année, souvent ils font pas d'anal, hein, d'ailleurs, ils connaissent pas leurs notes. Et ils se retrouvent à la fin de l'année, ah mais je comprends pas, pourtant j'ai travaillé 10 heures par jour Exactement, ouais. et je me retrouve voilà, dans un classement malheureusement qui n'est pas compatible avec la réussite. Et, euh, et donc voilà, donc si jamais déjà vous êtes là, lucide, à vous dire, ok, je sais qu'il y a un truc qui va pas, vous n'êtes pas au niveau 0, vous êtes au niveau 1. Le niveau 2, c'est de savoir ce qui va pas et de vous diagnostiquer, notamment avec de tout ce qui peut se traquer en fait, et tout ce qui peut se quantifier, idéalement. C'est ça, ouais. Donc vraiment, et ne faites pas confiance à vos émotions, à vos sentiments, et vraiment traquez objectivement ce qui se passe. Et dans les deux sens, des fois, ça peut vous faire prendre conscience qu'il y a un truc qui va pas, et dans l'autre sens, vous faire prendre conscience qu'en fait, non, tout va bien, et que c'était juste vous Ouais, paniquer pour rien, quoi. Ok, clairement, parfait. clairement. Du coup, ouais, vas-y, je te Le laisse finir. truc, désolé, mais à Hmm. chaque fois j'ai trop envie de rebondir sur ce que tu dis, et là je vais faire très Vas-y, rapidement. rebondis, rebondis. C'est que justement, tu l'as très bien dit, ne faites pas confiance à vos émotions. On est irrationnel, par essence. L'humain est irrationnel. Et encore plus qu'un étudiant en médecine qui est sous stress et dette de Hmm. sommeil, encore une fois, on n'est pas lucide et on n'est pas rationnel quand on est déjà de façon générale, et encore plus quand on est sous stress et dette de sommeil. Donc, euh, donc voilà, je soutiens et j'appuie ce que tu as dit, ne faites pas confiance à vos émotions. Le nombre d'étudiants ou d'élèves à moi où je leur ai dit, qui étaient en stress, full stress total, et où je leur ai dit, mais attends, tu es sous stress total parce que, ok, tu doutes de ta réussite, c'est normal. Mais t'as eu combien ta dernière annale? Ah bah, je sais pas, ça date d'il y a un mois et je me rappelle plus. Bah, pourquoi tu stresses? Tu sais même pas ce que tu vaux. Ton cerveau, il te fait croire que Hmm. tu vaux pas suffisamment. Et souvent, il y a des élèves, en fait, elles ont 15, tu vois. Et du coup, je leur dis, ok, et avec 15, est-ce que tu stresses? Et la question, c'est, si tu avais 19 sur 20 partout, est-ce que tu stresserais autant? Non. Ok. Bah alors, note-toi. Et au mieux, tu as 19 sur 20 partout, et auquel cas, bon, bah, trop bien. Au pire des cas, tu as
8, 6 ou même 10 ou 12, peu importe, une note qui t'insatisfait. Et ok, t'as une bonne raison de stresser. Et là, vas-y, mets les bouchées doubles. Mais quand Voilà, tu c'est fais ça. pas, On veut savoir si tu as une bonne raison de stresser ou pas. En exactement. fait, c'est ça, même limite leur demander, il te faudrait combien pour réduire ton stress? À partir de combien, de quelle note tu dirais, ok, c'est bon, je suis bien. Vas-y, bah, je suis bien, si j'ai 14, je suis bien. Ok, bah, vas-y, bah, fais des analyses. On va voir t'as combien. Ok, t'as Tout 15, bah, c'est bon, converge. ça y est, c'est fini, t'as plus stressé. Ah, bah t'as 12, bon, bah, ok, t'avais raison de stresser, bah maintenant on fait quoi maintenant? On met les actions en place. Mais sinon, t'es dans ce flottement d'incertitude, de stress et tu sais pas trop où aller et trop quoi faire. Donc ouais, On je comprends peut se parfaitement. tromper. On peut se Mhm. tromper quand on fait des QCM. On ne se trompe jamais à faire des QCM. Exactement. Exactement. Bonne punchline. Merci beaucoup. Elle vient de moi. Alors, maintenant, la question que j'ai, c'est, et ça va être dans les dernières questions, Ouais. qu'est-ce que tu comptes faire en tant que médecin? Comment tu comptes utiliser le métier plus tard? Mec, trop bien. Je pense que c'est une super question Mais il n'y a de que des super conclusion. questions ici, en fait. Ouais, non, T'as pas c'est vrai, remarqué, mais... mais t'as pas remarqué qu'avec des super Ah non, questions. mais j'ai remarqué, mais il fallait que j'attende vraiment la dernière question pour me dire, ouais, c'était un énorme banger ce podcast. Mais du coup, euh, c'est très intéressant parce que au plus ça va, au plus je switch. Moi, j'ai pris médecine générale et si on me redonnait parmi toutes les spé disponibles, tu me donnes ophtalmo, tu me donnes cardio, tu me donnes chiresthétique, dermato, peu importe, même réa, je reprendrai médecine générale. Pour la simple et bonne raison que c'est vraiment ce avec quoi je suis aligné. J'ai envie de rester complet sur mes connaissances et j'ai envie, entre guillemets, de me fermer aucune porte, quasiment, si ce n'est celle de la chirurgie, où je sais que je ne le ferai pas suite à ce traumatisme de stage en chirurgie. Donc voilà. Déjà, qu'on soit clair, et je pense que c'est pareil pour toi, c'est que si on a pris médecine générale, c'est parce qu'on a pesé les pour et les contre avec toutes les autres spé, et que du coup, on s'est rendu compte que c'était un banger. Ça a bien sûr ses défauts pour tout un tas de choses, mais ça a aussi l'énorme qualité de nous rendre très libres. Ensuite, plus ça va, et récemment, j'ai eu un switch de fou, c'est-à-dire que je me bloquais avec mes études et en fait, j'avais perdu ce goût d'apprendre. J'apprenais parce que je devais apprendre et il n'y a pas très longtemps, je me suis remis à apprendre par plaisir sur tout un tas de choses, le sommeil, enfin la méthode, tout un tas de trucs et même tout un tas de trucs sur la santé et je kiffe donc. Tout ça pour dire que je pense que plus ça va et plus tout ce qui est médecine préventive et anti-âge, enfin, ça me fait kiffer. Et je crois que toi Allez, aussi, bienvenue dans tu la as des... tribu, mec. Ouais, voilà, On va tous il me finir, on semblait, va tous finir comme en le ça. disant, je me On va suis tous rappelé. finir comme ça, c'est bon. Mais c'est trop intéressant aussi, c'est normal. C'est trop intéressant. Ouais, Pourquoi attendre que les choses déraillent avant pour les prendre en compte alors ouais. qu'on peut taffer avant? Et j'ai mis une Mm. story il n'y a pas longtemps sur Instagram, c'est que là, on est dans une ère où la médecine elle est exponentielle. Avec l'IA, ça va exploser. Quelle va être la limite? Je pense qu'il y a une théorie qui dit que le premier homme qui va vivre 1000 ans est déjà né, et plus ça va, et plus je me dis que cette théorie, elle est 100% vraie. Mhm. Mais par contre, ce qui ne va pas changer, c'est qu'il va y avoir un gap entre les gens qui vont vivre 80, 100, 120 ans grâce à la médecine curative et ceux qui vont vivre 100 à 1000 ans grâce à la médecine préventive. Et Mhm. ça, c'est non substituable. Parce que l'élixir de jeunesse, très probablement qu'il va mettre du temps à arriver et que avant qu'il arrive, bah, tu vas vieillir. Donc autant prévenir ce qui va t'arriver. Et ça avec, bien sûr, tout le panel de ce qui pourrait y avoir. Donc Ouais, ça, puis après, médecine pouvoir taper des esthétique. gros muscle-up à 110 ans, quoi. Ouais, bah, mais bien sûr, Voilà. 110 ans, je pense que ça sera, mais plus, en fait, surtout pour notre génération à toi et moi, Ouais. vraiment, si on prend soin de nous-mêmes, mec, je vois pas comment, bien sûr, il y a tout qui peut arriver dans la vie, donc je vais pas nous porter préjudice, mais l'espérance de vie, il y a aucune raison pour qu'elle ne dépasse pas 100 ans en bonne santé, tu vois. Et Mm. c'est totalement possible. Mais bref, Moi, je pense même que mais c'est une responsabilité en tant que médecin et même tu as une meilleure. Je pense même. Je sais pas si un interne a déjà fait des études dessus. D'ailleurs, s'il y en a un qui est chaud pour faire une thèse dessus, ça serait trop intéressant. j'ai pas encore fait ma thèse, hein, si Euh, jamais. Donc. voilà, bah, ça serait trop intéressant de savoir si un médecin fit, enfin, le fait d'avoir un médecin fit, ça augmente l'observance des patients. Eh ben mec, ouais, bah oui, mais bien sûr, Ça, bien sûr. ça serait trop intéressant de. Moi, je pense que 100%, tu vois, s'il y a un médecin qui donne des conseils de santé et qu'il a. Je sais pas, il a un IMSA 40, et il a un BPCO, et son cabinet ça pue la clope. Je suis pas sûr que ça va bien fonctionner, tu vois.
Alors que si t'as Julien qui vient avec sa blouse, qui va déchirer les boutons et qui te dit il faut faire du sport, Mais je ce que pense que ça j'adore avec marche toi, c'est plus. que tu dis les termes. Ouais. C'est que tu dis les Voilà, termes. Vraiment, ça, c'est un truc que j'adore. Mais tu l'as dit, malheureusement, en fait, bah, il n'y a pas d'étude qui a confirmé qu'avoir un médecin fit augmentait l'adhérence, même si, bah, en fait, c'est plausible, fort plausible. Mais l'inverse est déjà vrai. Si ton médecin fume et qu'il te dit, ouais, monsieur, vous devrez arrêter de fumer. Mais toi, tu fumes aussi, t'es médecin. Pourquoi j'arrêterais de fumer? Donc, ouais, bien sûr. Et il faudrait quantifier plus. C'est pas est-ce que c'est plausible, c'est à quel point la corrélation existe, la causalité existe. Ok, Donc, donc toi tu te vois plus dans ce domaine-là de la médecine. Super, ça, hyper ouais. intéressant. Après, médecine esthétique, médecine du sport, tout ça sont des choses qui m'intéressent. Et globalement, sur le mode d'activité, je pense être très libre. J'aime beaucoup, mine de rien, j'aime beaucoup les urgences, malgré le côté manque de sommeil, tout ça, qui fait que je n'aurais pas pu être urgentiste. En vrai, s'il n'y avait pas ce côté manque de sommeil et mise de côté de notre propre santé dans la médecine d'urgence, qui est quand même relativement inhérente à cette spé, je pense que j'aurais fait. Il y a un moment où j'aurais pu faire urgence. Mais donc, voilà, j'aime beaucoup les urgences aussi. Donc voilà, voilà, toute cette médecine un petit peu très globale que j'aime beaucoup. Et En fait, dernièrement, finalement, tu peux faire des urgences. En tant ah que bah, bien métier, tu sûr, peux c'est faire pour des ça, je urgences pense que, et même tu peux faire que les bons côtés finalement, parce que tu peux faire bien sûr, juste le jour, tu ouais, peux c'est faire ça, des jours c'est par-ci ça, par-là, ouais. c'est ça. Et dernièrement, tu sais, tout ce qui est médecine un petit peu, médecine, je dirais, alternative. Toutes les médecines alternatives, je pense qu'on a beaucoup à en apprendre et qu'on les met trop de côté en mode ça marche pas, il y a qu'un dogme, c'est les molécules, les médicaments, les recommandations, etc. par l'autre autorité de santé, ce qui est normal, hein. Ce qui est normal, bien sûr, mais je pense qu'on dénigre trop et on ne fait pas assez rentrer dans l'équation tout ce qui est médecine qui existe depuis très longtemps et qui est alternative. Non pas que ça pourrait remplacer forcément, non pas que voilà, il faut se gaver de jus de légumes et ne pas faire sa chimio si jamais on a un cancer. Bien sûr que non, mais je pense qu'il Ça y est, y a je vraiment. vais me faire la haine. Ouais, c'est ça, mec. Anecdote, j'avais eu un patient justement qui avait vraiment mal tourné à cause de ses conseils de ce mec et enfin bref, il avait une CEP et il avait arrêté ses traitements et il se gavait de jus de légumes et en fait il était dénutri et tout. Donc voilà, enfin c'était poussé à Ouais, l'extrême après ouais. bien sûr, mais voilà. Donc voilà, c'est comme ça que je me vois exercer la médecine. Ok, parfait. Bah bon projet. Et du coup là, t'es quel semestre là? Tu vas reprendre quel semestre du coup là? Je vais reprendre troisième En, semestre. en novembre. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, tu vas pouvoir faire ta licence de remplacement. Bah je pense, ouais. T'es chaud pour la faire ou pas? Franchement, ouais, ouais, ouais. Je sais pas, j'ai pas quantifié les efforts qu'il faut pour la faire, Ouais. mais Bah, j'en ouais. parlais dans l'épisode précédent avec Hicham. Et tu peux voir, c'est hyper intéressant. Donc il y a ça, il y a en gros toutes les possibilités professionnelles là, c'est finir la médecine, faire une licence de remplacement, te former dans tous ces domaines de la médecine qui t'intéressent. Ensuite, bah, tu sauras quoi faire pour développer cette activité. Et c'est quoi les projets autour de tes réseaux et de ton accompagnement? Et ben, autour de mes réseaux, déjà, j'ai totalement changé mon contenu récemment, ce qui a mine de rien, fait pas mal baisser les stats. Et je mets pas ça uniquement que sur le changement de mon contenu, mais aussi sur le fait que je me suis remis à apprendre comment faire de bonnes vidéos et comment faire des vidéos en fait qui sont vraiment agréables à voir, en plus de traiter des bons sujets. Mhm. Mais du coup, ouais, pour l'instant, on va dire que mon objectif sur encore au moins, je dirais 1 an, je me laisse 1 an, c'est de pouvoir créer sur Instagram ou sur YouTube, on va dire vraiment une formation, comme si c'était une formation complète, gratuite, mise sur tous les réseaux, et que n'importe quel étudiant en médecine puisse, s'ils le veulent, avoir toutes les ressources pour réussir. Ça serait vraiment mon objectif sur 1 an, et après, que ce soit YouTube et format court, et puis sur plus dépasser cette année et 2, 3, 5 ans, bah, mon rêve, ça a toujours été d'être youtubeur, et ce depuis que j'ai 12 ans. Donc j'aimerais beaucoup en fait que la casquette de médecin, ça rajoute un petit peu quelque chose à mon persona, et qu'en fait je sois le médecin un peu à la fois cool et qui sait de quoi il parle sur les réseaux. Donc voilà, Mais j'aimerais tu es déjà youtubeur.
Ouais, bien sûr, il y a être youtubeur et être youtubeur à succès, on va dire, je pense. Voilà, Et ok, j'attendais ce petit, j'attendais ce truc. À partir de quel moment tu te dis c'est beau, je suis un gros ouais, youtubeur. bien sûr, encore une C'est fois, c'est quoi le cut-off? ouais, il y a la fameuse barre symbolique des 100 000 abonnés. Après, tu as Ok. l'autre barre symbolique des Hmm, 1 million d'abonnés. J'aime beaucoup hmm. rêver grand, mais tu vois, je me dis que j'aimerais beaucoup un jour avoir ces. Je sais pas. Après, encore une fois, c'est avoir pour être satisfait. J'aime très peu ça. C'est ce que je veux dire. Mais Est-ce que c'est pas des vanity metrics du coup? Parce que ouais, clairement, Parce que ça se trouve, peut-être plus de gens en faisant du contenu plus niché, vu par moins de personnes, mais qui les aident plus, plutôt que parce qu'il y a bien des sûr. youtubeurs, ils ont 100, 200, 500 000 abonnés, ils changent la vie de personne, tu vois. Bien sûr. Bien sûr, et tout Donc, à fait. ouais. Tout à fait. Moi, idéalement, bah, bien sûr, je voudrais le beurre et l'argent du beurre et donc Mm. faire les deux. Et c'est-à-dire que pourquoi en fait créer du coup cette base de connaissances et de conseils qui ne bougeraient pas, c'est que du coup, en fait, admettons sur un an, je crée toutes les vidéos qu'il y a à créer sur comment réussir nos études. Bah, après, je sais que je suis libre, tranquille pour faire des vidéos peut-être à plus grande production, un peu qui toucheraient plus de Mm. monde. J'ai tout un tas de concepts dans ma tête qui n'aiderait pas forcément plus un étudiant en médecine si ce n'est lui faire passer du bon moment, mais il sait que si jamais il tombe sur mon contenu, après il y a tous ces un an de backup où il a tous les conseils qu'il veut. Je sais pas, j'imagine une playlist sur YouTube, playlist méthode, playlist clarté mentale, Mm. playlist discipline, et ça peut l'aider. Donc, et J'ai vu puis que tu c'est avais fait aussi, d'autres contenus, notamment un podcast à l'époque, ouais, sans prescription, il me semble. J'avais kiffé les jeux de ouais, mots. c'est ça, mec. Ouais. Et J'aimerais beaucoup le pourquoi vous l'avez reprendre. arrêté? Eh ben justement, ben voilà, j'aimerais beaucoup le reprendre. C'était un de mes objectifs à court terme. Ok, Et pourquoi pas, mec, si jamais t'es chaud, être l'invité de Sans Prescription 2, du coup. ouais, avec plaisir. Si, bien sûr, je te mets pas le couteau sous la gorge en plein fin de podcast en mode accept. Non, non, avec Mais ouais, plaisir. non, je pensais le reprendre. Ok, très bien. Donc, podcast, faire grossir la chaîne YouTube, Ouais, euh, un an aider. pour tout exploser. Et enfin, donner tous les meilleurs conseils Hmm. possibles. Et après on va dire, justement, je vais finir sur ça, mais accomplir cet objectif un peu égoïste du mois quand je suis enfant, d'être un vrai youtubeur, tu sais, qui fait des grosses Hmm. vidéos et tout, des trucs comme ça me ferait Hmm. vraiment. C'est mon objectif de vie, un de mes objectifs de vie aussi. Ok, bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour de toute la question. C'était hyper cool. Je te remercie d'être passé, Merci à toi pour l'invitation, c'était cool, c'était au moins 50% grâce à toi, donc merci beaucoup. avec plaisir. Et on verra en fonction de ce dont les gens ont besoin. On pourrait même refaire un autre épisode un jour, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir.